Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne Science et Méditerranée. Aujourd'hui, nous allons étudier la sargasse japonaise et l'anémone tomate, autrement dit Sargassum muchicum et Actinia mediterranea. Nous allons vous décrire ces espèces selon un plan précis. Tout d'abord, nous verrons leur description morphologique, puis les zones géographiques où on les retrouve. Ensuite, nous verrons leur alimentation et reproduction. Et pour finir, nous allons vous expliquer les conséquences de ces espèces en Méditerranée. Pour ce qui est de la description morphologique des sargasses, celles-ci ont des thalles de grande taille qui mesurent entre 1 et 12 mètres de haut. Le thalle, c'est l'endroit de l'algue qui n'est pas différencié, où ce n'est ni une tige ni une feuille. Son thalle est de couleur jaune verdâtre à brun rougeâtre. Il est souple et coriace. Il est fixé au substrat par un disque basal. Le substrat, c'est l'endroit, le support sur lequel il est fixé. On reconnaît la sargasse japonaise par ses flotteurs accrochés à son rameau. Le rameau, c'est sa tige principale. Ces petits flotteurs, ce sont les aérocystes ovoïdes. Leur diamètre varie de 2 à 6 mm. Et c'est grâce à eux que l'algue va pouvoir se maintenir érigée droite dans l'eau. Maintenant, intéressons-nous à sa zone géographique. Comme vous pouvez le voir sur la carte, les sargasses se développent essentiellement sur la côte nord-est de l'Atlantique et dans l'océan Pacifique au niveau de l'Asie de l'Est, ainsi que dans la Méditerranée. La population de sargasses a augmenté de manière significative de 1990 à 1997. On les retrouve en Atlantique car elles ont été introduites par l'importation des huiles japonaises. Et si elles ne sont pas trop présentes à certains endroits, cela peut s'expliquer par le fait qu'il n'y ait pas de sol dur propice à leur fixation et à leur développement. En 1997, les sargasses étaient devenues la macroalgue la plus dominante, couvrant plus de 6% du fond, entre 0 et 6 mètres de profondeur, ce qui correspond à environ 35% du sol dur, mais on les retrouve plus généralement entre 30 et 40 mètres dans les cuvettes de l'étage infralittoral, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Concernant l'alimentation de la sargasse, c'est un organisme autotrophe photosynthétique. Cela veut dire qu'elle fait la photosynthèse, donc qu'elle fabrique sa propre énergie, sa propre matière organique grâce à la lumière du soleil, à l'absorption d'eau et du dioxyde de carbone, le CO2, et enfin grâce aux sels minéraux présents dans l'eau. Tout cela, on peut le voir sur le petit schéma du diapo. La photosynthèse est facilitée par les aérocystes, les petits flotteurs qui permettent à l'algue d'être érigée vers la surface. La sargasse peut servir à l'alimentation de certains crustacés et mollusques. Elle peut aussi servir de support à certains petits poissons. Les plus gros poissons et les oiseaux viennent donc chasser dans ces tapis de sargasse. On passe maintenant à leur type de reproduction. Elle peut se faire de différentes manières, soit asexuée par multiplication végétative, elles peuvent se développer à plusieurs kilomètres de distance grâce à un entraînement par les courants, ou alors par reproduction sexuée, elle fait intervenir les deux organes opposés mâle et femelle situés sur le même thalle. Elle se déroule de mai à septembre, on observe deux régions, les conceptacles étant unisexués et les réceptacles qui, eux, sont bisexués. Les ostioles correspondent à de petites ouvertures qui permettent la libération des gamètes qui produiront alors de nouveaux thalles à partir des œufs. Ce cycle de développement a été décrit comme monogénétique. Mais que veut dire monogénétique? Cela correspond à la renaissance d'un individu identique à celui d'origine à travers une génération de la famille de cette espèce. La croissance des sargasses se déroule aux saisons printanières et ne dépasse pas les 4 cm par jour. C'est après l'été que les thalles vont faner de manière progressive, ne laissant que la base émerger en hiver. Pour ce qui est des conséquences de l'introduction de la sargasse japonaise en Méditerranée, elle fait partie de ce que l'on appelle la bio-invasion marine. On retrouve certaines conséquences de sa présence. Par exemple, elle empêche la lumière de pénétrer et modifie les échanges thermiques, ce qui favorise la croissance des algues sciaphiles, celles qui préfèrent les zones d'ombre. Elle empêche donc les algues photophiles de se développer car elles ont besoin de lumière. On peut aussi dire qu'il y a une compétition pour le substrat, donc le support et les nutriments. Maintenant, nous allons étudier l'anémone de mer, plus particulièrement celle de la Méditerranée, la Actina mediterranea, connue plus souvent sous le nom d'anémone tomate. Je vais présenter cet animal avec le schéma ci-dessous.
Elle tient son nom du fait de sa forme qui ressemble à une tomate lorsqu'elle est émergée. En effet, lorsqu'elle se trouve hors de l'eau, elle rétracte complètement ses tentacules et prend alors la forme d'une boule gélatineuse. Elles ont 200 tentacules de 2 cm disposés en 6 rangs. L'anémone de mer présente un pied cylindrique mou en forme de ventouse qui sécrète un produit adhésif pour leur permettre de rester fixés à leur substrat. Au-dessus de son pied se trouve une colonne, puis un orifice qui fait à la fois bouche et anus. Cet animal est protégé contre le dessèchement et la salinité avec sa teneur en mucus, c'est un liquide visqueux. Celui-ci retient l'eau. De plus, elle sécrète des substances au pouvoir antibactérien. Enfin, la couleur de la tomate de mer dépend de l'intensité lumineuse et des saisons. Le plus souvent, elle est rouge, mais elle peut aussi être brune ou verte. On s'intéresse à présent à sa zone géographique. Ces espèces peuvent supporter des écarts de température et de salinité. C'est pour ce fait qu'on les retrouve dans des environnements où ces facteurs peuvent changer, plus précisément dans l'étage médio-littoral. De plus, elles peuvent vivre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Quant à leurs tentacules, elles se rétractent et se replient en boule à marée basse. Cela les rend résistantes au dessèchement. La tomate de mer est carnivore. Elle se nourrit principalement la nuit de détritus organiques, de zooplancton, de petits poissons et de petits crustacés qu'elle capture. Les anémones tomates se nourrissent de leurs proies qu'elles attrapent avec leurs cninoplastes, qui sont des cellules urticantes qui se trouvent aux extrémités de leurs tentacules. Au moindre contact avec leur proie, un filament rejetant un liquide urticant qui va la paralyser, voire la tuer, elle sera ensuite amenée à la bouche centrale. Les déchets de son alimentation sont rejetés par le même orifice. Nous allons maintenant décrire la reproduction des anémones tomates. Il existe des individus asexués, ce qui veut dire que les tomates de mer se reproduisent par bourgeonnement interne, donc que les jeunes individus se développent dans la cavité gastrique et sortent par la bouche. Il existe aussi des individus mâles et des individus femelles. Les tomates de mer sont vivipares, ce qui veut dire que les petits se développent à l'intérieur de l'organisme maternel. La reproduction sexuée se produit par le rejet de spermatozoïdes dans l'eau et pénétrant par la suite dans le corps de la femelle où a lieu la fécondation. Les larves se développent alors dans la cavité gastrique et sortent par la bouche et se fixent autour de la mère. Pour ce qui est des conséquences, les anémones de mer, comme les coraux, blanchissent sous l'effet du réchauffement climatique et elles dépérissent aussi à cause de la pollution et de la surpêche. Pour conclure cette vidéo, on peut établir un lien entre la sargasse et l'anémone. Ce lien, c'est l'homme. La sargasse a été introduite en Méditerranée par l'homme et l'anémone dépérit à cause du changement climatique dû aux activités anthropiques. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour en voir davantage et à lâcher un petit pouce bleu en barre d'infos.